pendant que le 25 décembre, vous prépariez sans doute votre dinde en vue du repas de Noël, eh bien figurez-vous qu'un câble sous-marin était en train d'être endommagé en mer Baltique. Un des deux câbles qui relient la Finlande et l'Estonie et qui servent à acheminer de l'électricité. Alors Helsinki a arrêté un navire et travaille maintenant à la remise en état du fameux câble en question. Écoutez ce que disait le président de la Finlande à ce sujet. Le gouvernement finlandais et les autorités finlandaises ont dû faire face à un incident en mer Baltique au cours duquel 4 câbles ont été rompus. Nous avons pu maîtriser la situation et localiser le navire en question, le ramener dans les eaux finlandaises et entamer une procédure pénale. Les câbles ont subi des dommages importants. On va revenir sur ce fameux navire qui a été intercepté. On va voir qu'il est certainement loin d'être neutre, ce navire. Mais d'abord, on parle d'un câble là, de 170 km de long. Aurélien Duchesne, comment est-ce qu'on peut surveiller un endroit aussi stratégique qui fait 170 km de long? On ne peut pas. Non, et c'est d'ailleurs un des gros enjeux pour la Marine nationale, c'est qu'on développe à la fois des moyens de détection en surface, mais surtout, il y a quand même un moment où on ne pouvait plus détecter ce qu'il y a en dessous, passer une certaine profondeur. Ah oui. Là j'ai regardé, ça va jusqu'à 100 mètres à peu près dans cette zone. Heureusement, parce que nous, par exemple, la Marine nationale, il y a un objectif 6 km qui correspond à différents niveaux capacitaires, de technologies qu'on doit maîtriser pour nous protéger, par exemple des câbles sous-marins ou d'autres infrastructures sous-marines, ou même protéger en gros tous nos intérêts sous la mer. Le problème, c'est que des capacités comme celle-là de détection ou d'interception, il y a très peu de pays qui en ont. France, Royaume-Uni, tous les deux à une échelle embryonnaire, les Américains un peu plus. Or, les Russes, ça fait quand même quelques années qu'ils sont pas mal en avance, en tout cas qu'ils investissent ce champ-là, et sur lequel on est en retard. Bon, déjà que nous, on n'est pas capable de voter un budget pour l'an prochain pour l'instant, c'est une des priorités de... Vous êtes taquin, Aurélien. Bon, c'est un peu clair, c'est-à-dire que dans la loi de programmation militaire qui fixe nos besoins à horizon de 2030, c'est devenu une priorité. Parce que demain, si on se tape, par exemple, nous, en France, un sabotage d'infrastructures numériques ou Internet, on aura des conséquences dans notre vie quotidienne. Alors, rappelons encore une fois qu'il y a un navire qui a été intercepté. Écoutez les précisions du Premier ministre estonien. C'est la première fois lors de ces incidents que le coupable, ou disons un navire suspect, a été arrêté et que les premières mesures ont été prises pour mener à bien l'enquête. C'est donc la Finlande qui prendra la tête de l'enquête, mais nous travaillerons ensemble. En ce qui concerne ces différents points, ce qui est important pour nous, c'est d'obtenir des réponses aux questions concernant notre sécurité d'approvisionnement et de savoir si elle est menacée. Et colonel, regardez ce que nous dit également une source anonyme. Les appareils de transmission et de réception ont été utilisés pour enregistrer toutes les fréquences radio et, une fois arrivés en Russie, ils ont été déchargés pour être analysés. Ils surveillent tous les navires et avions de la marine de l'OTAN. Ça veut dire que ce bateau est peut-être à l'origine de la fameuse coupe du câble, enfin coupe en tout cas, endommagement de ce câble, et en plus, il surveille toutes les communications de l'OTAN. Oui, ça paraît fou ce projet-là. C'est un navire espion, comme beaucoup de navires russes ou sous pavillon russe. Vous dites ça comme si c'était normal quand même. En pleine mer Baltique, on a un navire qui observe tout. Oui. Non, mais je veux dire, c'est assez logique que les Russes aient des navires espions. Ce que je veux dire, c'est que la mission de sabotage et les missions d'espionnage sont des missions incompatibles. Ah, pourquoi ? Parce que la preuve, c'est que du coup, ce navire se fait arraisonner et puis on découvre que c'est un navire espion. Ça veut dire qu'il y a trop de risques qu'on puisse découvrir tout un tas de choses si on multiplie les missions sur un seul et même navire. Oui, on fait soit l'un, soit l'autre. La plupart du temps, on fait surtout de l'espionnage. Ou alors, on fait ce genre de choses. Il faut toujours se demander quel est l'effet stratégique qui est attendu par l'action. Je me le demande, parce que là, typiquement, rien que pour ce câble, je vois pas trop l'intérêt. Couper du courant qui en plus sort de la Finlande pour aller jusqu'en Estonie. Donc est-ce que c'est encore une fois pour affaiblir les pays baltes ? C'est de la même façon que les Russes font circuler des navires dits scientifiques dans les zones, notamment en Irlande, où on sait très bien que c'est une zone où il y a des nœuds de communication. C'est peut-être une menace, disant attention, là il y a une vulnérabilité. Vous avez beaucoup d'informations, de l'argent même, qui passe beaucoup par tous ces câbles sous-marins. Et nous avons, Russes, les moyens de les couper quand on veut.
Donc voilà, c'est une menace. C'est aussi une manière, Sylvie Bermann, d'aller chatouiller un peu les pays baltes. Je rappelle, le destinataire du courant qui était transmis via ce câble, c'est l'Estonie, pays baltes, qui se sentent eux-mêmes menacés, qui se sentent être le premier élément qui sera en danger après l'Ukraine. Là, ça peut s'expliquer. Oui, il y a une volonté de déstabilisation, en particulier vis-à-vis des pays baltes, mais peut-être aussi vis-à-vis de la Finlande, parce que les Russes n'ont pas digéré l'adhésion à l'OTAN de la Finlande et de la Suède. Mais c'est vrai qu'à terme, le risque, c'est de pouvoir couper d'autres tuyaux et de limiter effectivement le courant d'information. Oui, parce que là, encore une fois, on parle de courant, mais il y a aussi 3 autres câbles, Alexandre Melnik, qui ont été coupés. Là aussi, juste endommagés. 3 câbles qui, là, en revanche, transmettent des informations. Et ces câbles, on en a déjà parlé ici sur LC, il y en a littéralement des millions de kilomètres à travers les océans et ils font transiter des milliers de milliards de dollars chaque jour en transactions financières. C'est une toile d'araignée, finalement. Regardez, la mer Baltique est devenue une toile d'araignée de ces câbles par lesquels se transmettent à peu près 99% de toutes les données du monde. Oui. C'est-à-dire il n'y a pas d'autre moyen, par exemple par terre ou dans les airs. En fait, Internet, c'est ça. On pense souvent que c'est les satellites. Internet, c'est ça. Internet, la communication, mais aussi les transactions financières, par exemple le système SWIFT, etc. Donc l'enjeu est colossal. Et ça prouve aussi que la Russie ne mène pas seulement la guerre visible, mais la guerre invisible, qu'on peut appeler la guerre hybride, c'est-à-dire la guerre protéiforme, la guerre qui poursuit le seul et unique objectif, c'est-à-dire embêter les Occidentaux, montrer que la force aujourd'hui appartient à la Russie, et cette force n'est pas forcément sur le champ de bataille, où les Russes ne montrent pas forcément les prouesses extraordinaires, mais aussi quelque chose qui sort du cadre juridique, qui est dans une zone extrajudiciaire. Et là, il y a un vrai problème qui se pose, parce que la mer Baltique, regardez, aujourd'hui, c'est la mer otanienne, c'est-à-dire pratiquement tous les pays avec l'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'OTAN. Mais pourquoi nous ne contrôlons pas cette mer? Pourquoi il y a ce flou juridique qui existe toujours dans le domaine du contrôle de la mer Baltique, alors que nous avons les moyens de le faire? Mais pour cela, il faut envisager une interaction complètement innovante entre l'Alliance Atlantique, entre l'Union européenne et aussi, et peut-être d'ailleurs surtout, entre les acteurs privés auxquels appartiennent ces câbles. Par exemple, l'Amazon, par exemple, Meta, etc. Donc, il faut vraiment engager une nouvelle donne, une nouvelle réalité dans le domaine juridique. Pourquoi, par exemple, l'espace aérien, donc plus ou moins réglementé, alors que la mer Baltique... Mais j'ai des explications aussi, parce que, vous savez, après la fin de la guerre froide, on pensait que la mer Baltique pouvait devenir une passerelle entre le monde. Ça pouvait être un théâtre de la paix, alors qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est exactement le contraire qui se passe, que ça devient le théâtre de la guerre permanente et de la guerre hybride. Il faut une fois de plus réveiller les consciences occidentales par rapport à cette nouvelle donne qui se déroule sous nos yeux. Alors, est-ce que le Kremlin réagit? Bien entendu, mais pour dire quelque chose de constructif, pas forcément. Écoutez. Avez-vous des commentaires à faire sur les actions des autorités finlandaises? Je ne peux rien dire de spécifique à ce sujet. Il s'agit d'une question si étroitement spécialisée qu'il est peu probable qu'elle révèle des prérogatives de l'administration présidentielle ou du Kremlin. Bon voilà, on est tous d'accord pour dire qu'il ne dit strictement rien de constructif et qu'il botte en touche. Malgré tout, Aline Lebecq-Reimer, c'est aussi une manière, tout cela, parce qu'encore une fois, on peut dire un petit sabotage comme ça, il n'y a pas énormément, si bien sûr tout cela est confirmé, il n'y a pas énormément d'impact, mais c'est quand même pour dire, regardez cette mer, qui est, dit-on, la mer de l'OTAN, en fait on est quand même là et on compte bien marquer notre présence. Bien sûr, ça s'appelle l'impérialisme russe. Il multiplie partout, on a l'impression que ça n'a pas grande importance, on a l'impression que quelques cercueils dans des boîtes en carton au pied de la Tour Eiffel, ça n'a pas d'importance, rien n'aurait... Mais en fait, si. C'est-à-dire que petit à petit, ils considèrent que là,
Ils sont chez eux, donc ils vont faire n'importe quoi. Ça peut paraître un peu bizarroïde, étrange. Ça fait partie de ce qu'on appelle des choses bizarres de leurs actions, mais en fait, c'est absolument pas bizarre. C'est comme ça qu'ils fonctionnent depuis des lustres. En fait, là, très concrètement, ils considèrent que c'est chez eux, donc ils vont aller un câble. Si on peut croire qu'ils ont un gros navire qui espionne tout le monde, c'est encore mieux, parce que comme ça, ils marquent les esprits. Et quelque part, c'est volontaire. Parce qu'il y a la question de la réaction. Et je voudrais quand même rappeler qu'il y a un an, en avril 2023, il y a tous les services de renseignement européens qui avaient alerté sur ces histoires de câbles, que ça allait se passer, qu'il y allait avoir des navires qui allaient nous espionner, tout ça, on le sait. Donc en fait, là, ce qu'ils sont en train d'imposer, c'est leur vue, leur ordre, leur façon de faire. Tant qu'on ne réagit pas, ils continueront et ils avanceront. Quant aux Finlandais... Et effectivement, il ne peut rien dire d'autre parce que de surcroît, ils investissent et ils cherchent à phagocyter, à faire passer. Ils jouent de la guerre hybride de façon massive en investissant leurs frontières, en faisant passer des migrants avec des bicyclettes à qui on a confié des bicyclettes pour passer exprès la frontière pour aller espionner. Enfin, il y a des choses extrêmement, en tout cas récurrentes, qui a priori, nous paraissent pas graves. C'est pas un missile qui est tombé, c'est pas ça l'histoire. Mais petit à petit, c'est partout, en même temps, et ça, c'est ça l'impérialisme russe aussi.